Sur l'île de Kassa, les vestiges de la compagnie coloniale des bauxites du Midi sont partout, à l'image de ce quai minéralier construit en 1952. Un quai vieux de 66 ans, dont les travaux de démolition sont enclenchés par la société navale guinéenne. Autre chantier ouvert, la réfection de l'actuel quai, réalisé en 2012. Une réfection dont les travaux vont bon train pour faciliter l'accostage du bateau des îles de Los. Nous avons jugé nécessaire de nous rendre à Kassa ce matin pour regarder, évaluer l'état d'avancement des travaux de réfection du quai qui a été réalisé depuis déjà 5 ans. Et, il était nécessaire de procéder à ces travaux pour sécuriser l'investissement, pour sécuriser les passagers et l'ouvrage qui assure le transport maritime. Donc les travaux continuent, le niveau d'avancement est satisfaisant, l'entreprise est en train de travailler conformément au contrat et au cahier des charges. Donc d'ici un mois ou moins, la desserte sur Kassa peut se poursuivre dans des conditions vraiment satisfaisantes et sécurisées. Des conditions satisfaisantes, des conditions sécuritaires normales. Et aujourd'hui, un bateau aussi est à la disposition des populations depuis 5 ans, depuis le naufrage de 2012. Aujourd'hui, le principal appel, c'est de sensibiliser ces populations, les conscientiser sur la nécessité d'emprunter ce bateau au lieu de prendre des embarcations de fortune. Là-dessus, quel est votre message? Oui, en effet, tous ces investissements, tous ces efforts consistent à préserver la sécurité, la vie des gens en mer. Donc, si par rapport à ça, le niveau d'information, les préoccupations ne sont pas au même niveau, il y a un problème. C'est pourquoi, ce matin, lors de ce passage, nous n'avons pas hésité à interpeller les populations, les responsables des Kassa. C'est vrai, il y a toute une économie qui tourne, qui gravite autour de l'utilisation de ces barques. Mais je crois que si un débat est organisé, chacun peut assurer sa part des responsabilités et ils peuvent continuer à gagner leur vie dans des activités liées au transport. On a par exemple proposé à ce qu'eux ils transportent le fret et puis que les personnes soient transportées par le bateau. Aujourd'hui, la navale assure ce transport-là à perte. Mais comme je disais, la préoccupation du président et de l'ensemble des acteurs n'est pas de faire de l'argent. C'est d'abord pour préserver la vie humaine. Grâce à Dieu, depuis que nous opérons ce transport, on n'a pas enregistré de naufrage en mer. Mais qu'à cela ne tienne, on continue à sensibiliser les gens, surtout en période des pluies où la mer est houleuse, où le risque est multiplié par 2. Donc, encore une fois, nous lançons un appel pour que les gens utilisent le bateau pour que on puisse préserver la vie en mer. Madame, une dernière question, c'est par rapport aux infrastructures. Vous avez reçu un prix au Forum de Crans-Montana. Nous étions ensemble pour les infrastructures, pour les innovations que vous réalisez au niveau de votre entité. Aujourd'hui, par rapport à la gare maritime de Sandervalia, par rapport à cette envie de jeter le pont entre la mer et le continent, votre structure est au cœur de cette préoccupation nationale. Et qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire? Bien, merci beaucoup de votre question. C'est vrai, la mer est un avantage et cela autant pour tout ce qui est import ou export. Mais aussi, Conakry devrait pouvoir tirer avantage de sa position géographique. Conakry est une presqu'île. Lorsqu'on regarde les embouteillages, lorsqu'on regarde l'insuffisance du transport en commun, n'est pas pensé à développer le transport, la desserte urbaine par voie maritime. Pour faire cela, la navale est au pied d'œuvre, la navale est toujours devant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la navale est transporteur maritime. Nous ne sommes pas responsables de la réalisation des ouvrages maritimes. Aujourd'hui, nous prenons
cette responsabilité, mais c'est important de le rappeler parce que la réalisation de ces infrastructures nécessite de gros moyens. Nous n'avons pas toujours ces moyens. Qu'à cela ne tienne, la navale est engagée, on fait tant bien que mal ce qui est possible, mais quelque part, il y a un accompagnement qui doit être fait. Il y a un accompagnement qui doit être fait pour qu'on puisse assurer la desserte de la ville de Conakry par voie maritime. Nous avons réalisé les études et on est à la phase de recherche de financement. Si ce financement était disponible aujourd'hui, on pourrait facilement mettre des bateaux-bus entre Kaloum et la banlieue de Conakry. Comme à Abidjan. Comme à Abidjan, oui, en effet. Monsieur le directeur national, depuis le naufrage de 2012, la sécurité des populations insulaires au niveau de la traversée est devenue une priorité du président de la République. Et aujourd'hui, cette instruction du président, comment elle s'applique depuis quasiment plus de 5 ans? Oui, comme vous venez de le dire, ça a été une préoccupation pour le président de la République. Et nous sommes venus aujourd'hui à Kassa pour voir le quai que nous sommes en train de rénover. Le quai fait depuis 2012. Nous regardons attentivement et tout le matériel lié au transport des personnes des îles, conformément aux instructions du président de la République pour leur sécurité. C'est dans ce cadre que nous sommes à Kassa ici aujourd'hui. Mais nous sommes venus trouver que le travail a été fait comme nous le voulons. Et c'est un bon quai. La société a très bien travaillé. Nous sommes satisfaits. De l'autre côté, les populations de Kassa nous ont demandé de rénover leur quai commercial. Selon le sous-préfet, que c'est le poumon de leur économie ici. Mais nous leur avons fait comprendre que si c'est pour transporter les marchandises pour les populations de Kassa, nous allons nous impliquer. Mais si c'est pour le transport des personnes, le président de la République a instruit d'acheter un bateau qui est là, je suis là-dedans d'ailleurs, pour transporter les personnes, pour sécuriser la vie humaine en mer. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Les populations de Kassa nous ont même demandé aussi de penser aux îles de Tamara, parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'être sécurisés. Ils nous demandent de trouver un deuxième bateau pour sécuriser les populations des îles, de toutes les îles. Donc nous leur avons dit que nous allons nous référer, nos chefs, pour cette question. Donc pratiquement, si vous voyez que nous venons, surtout vendredi, sous la pluie, à Kassa ici, c'est pour d'abord essayer de résoudre le problème de transport, sécuriser la population conformément aux instructions du président de la République. Et d'ailleurs, des jours à venir, nous allons, comme d'habitude, comme toutes les années, faire la journée de sensibilisation des populations en saison de pluie. Nous avons l'habitude de le faire à Boulbiné. Et depuis toujours, ça a été sous la haute présidence du président de la République. Donc nous sommes en train de nous préparer. Nous avons acheté beaucoup de gilets. Et ce jour, toutes les populations des îles et de Conakry seront informées. Le pic des naufrages est enregistré en cette période des pluies diluviennes. Après le drame de 2012 qui avait fait une 50aine de victimes, le président de la République a mis à la disposition des populations de l'archipel des îles de l'Os ce bateau moderne au long cours de 275 places assises. Ce bateau fait 3 fois la croisière Conakry-Kassa au tarif raisonnable de 2500 francs guinéens par voyage. Et les premières pluies ont commencé, la question de la traversée se pose avec acuité pour les insulaires. Ce bateau moderne donc permet de desservir les îles de l'Os. Aujourd'hui, vous qui êtes au cœur de cette action, comment est-ce que vous ressentez cette opportunité qui est offerte aux insulaires pour leur permettre de traverser sans danger? Je pense que c'est la meilleure des choses. Pour les éviter des accidents de mer, surtout actuellement il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vagues, tout ça.
Je crois que c'est avec le bateau qu'il peut s'en sortir mieux. Et c'est un cri de cœur que le président de la République a entendu, parce qu'ici en 2012 il y a eu une 50aine de morts, et depuis ça, ce bateau, comment est-ce qu'il est utilisé? Est-ce qu'il y a de l'engouement au niveau des insulaires? Tout à fait, parce qu'ils sont toujours très joyeux, malgré la montante de ce bateau. Ils sont vraiment très contents avec les services qui sont offerts à bord. Je crois que ça marche. Et la navette, comment ça se passe? C'est combien de fois par jour? Quels sont les horaires? Et quels sont aussi les prix? Il faut combien pour profiter un peu de ce cadre-là, de ce décor? Je crois que bon, c'est vraiment très bien pour eux, parce que la traversée c'est 2500. Un seul voyage, donc les deux voyages leur font 5000. Je crois que c'est abordable pour eux, je crois. Oui, je pense qu'ils sont très d'accord pour ça. 2500, la traversée par voyage, c'est quasiment, c'est très abordable. Oui, parce que bon, je crois que pareil que dans les pirogues, ils payent 5 000 là-bas pour traverser. Je crois qu'avec le bateau, c'est très bien. Dans les pirogues, avec tous les risques et tout, ce bateau avec tout son confort, 2500, je pense que c'est une opportunité à saisir pour les insulaires. Et depuis combien de temps vous êtes au service de ce bateau, vous travaillez ici? Oui, bon, moi je suis un capitaine de relève. À chaque fois que quelqu'un est malade, je viens le remplacer en attendant pour ne pas que le travail s'arrête. Vous êtes de Kassa et vous êtes à Kassa. Vous avez tenu à le préciser. Et un bateau pour votre confort, pour votre transport. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, nous sommes très contents pour ce bateau, pour l'arrivée de ce bateau à Kassa. Nous sommes très contents parce qu'on avait assez de problèmes avant. Mais maintenant, grâce à ce bateau, pendant la saison hivernale, là, nous sommes très disponibles à faire des va-et-vient sur ce bateau. Et comment ça se passe? Le tarif, est-ce qu'il est abordable? Ça se passe très bien. Le tarif est abordable. Avec 2500 francs, c'est abordable. Avec 5000 francs à le retour, vraiment c'est abordable par rapport aux pirogues que nous avons. Et ces pirogues aussi, je peux le dire, c'est par manque de moyens. Parce que le tarif qui est dans ces pirogues, comparativement au bateau, le tarif du bateau est très bien abordable que les pirogues. Et les pirogues sont dangereuses. Qu'est-ce que vous leur dites pour essayer de les dissuader et pour préférer le bateau au détriment des pirogues? Très bien. Les pirogues là sont trop dangereuses que ce bateau. Je lance un appel à tous les citoyens des îles de l'Os de préférer de prendre ce bateau que de prendre les pirogues. Parce qu'avec ce bateau, on a beaucoup d'assurance que les pirogues. Alhamdulillah rabbil alamin mobile ala magande ma alfa konde nambe isu hala no alfa konde maranu kunki foye na gamini ma ba meke amu fan kasa nyamabe isu mu di gorobura mardi lokoye mu giri ko foye nanna amunu na kunki nan kinu yanu wo mu yigamu fala fenu ma to la ngamu na bato nan ku alhamdulillah rabbil alamin ala alfa mali ala gamala dogode ala gama bamban nan mari isu hatanga maranu wallahi kasare bata man samane kasa na gorobura manu na fala mane birim be ganu baton tungu baton transport mo goro 2500 nara kunki transport 5000 nara ton transport 2500 nara donc na fala mane kasa nyama birim be ganu te baton nan ku rabate fe kunki. Au-delà de ce bateau moderne, autre action contre les naufrages, 35 000 gilets de sauvetage ont été distribués pour faciliter la navigation maritime et fluviale sur le littoral et l'intérieur du pays. Une disposition accompagnée par un système d'alerte précoce bien symbolisé par un drapeau tricolore. D'abord, les premières instructions qu'on va les donner, ils le savent, mais il faut toujours les réitérer. D'abord, le transport mixte, formellement interdit. Le transport, quand il est à partir de 18 h, il n'est pas permis à aucune embarcation de prendre l'eau. Et il faut hisser les drapeaux. Ça veut dire qu'ils connaissent. Quand on hisse le drapeau au niveau d'un débarcadère, ça veut dire que le temps est très mauvais. La sortie de toute embarcation, elle est interdite. Quand le drapeau il est jaune, ça veut dire que les embarcations peuvent sortir, mais avec beaucoup de prudence. Et si le drapeau il est vert, ça veut dire que le temps est bon. Les embarcations ils peuvent prendre la mer, ça veut dire que le temps il est bon. Sous le gîte des autorités du ministère des Transports, les journées nationales de sensibilisation se préparent activement. Là-dessus, les directeurs préfectoraux communaux de l'agence de navigation maritime se concertent sur les dispositions à observer scrupuleusement
à savoir le port obligatoire des gilets de sauvetage, l'interdiction du transport mixte et de la navigation nocturne, avec pour point d'orgue le lancement très imminent de la nouvelle distribution des gilets de sauvetage. Il est coutume chez nous, à l'approche de chaque saison hivernale, on fait des campagnes de sensibilisation. Parce que en ce qui nous concerne, c'est le moment très délicat pour l'ANAM afin de pouvoir être sur place dans les débarcadères. Parce qu'avec les vents violents qui s'abattent très souvent en cette période hivernale, il est opportun pour nous de pouvoir faire une campagne de sensibilisation. C'est normal, on a coutume de faire, ça c'est notre travail, surtout en période hivernale. Les gens ne comprennent pas, mais étant donné bien que c'est notre travail, il est de notre devoir de toujours procéder à des campagnes de sensibilisation. C'est pourquoi on a invité tous les directeurs préfectoraux et communaux afin de les mettre en garde, afin de leur donner des consignes de sécurité qui vont restituer au niveau des insulaires. Cette année, la sensibilisation portera essentiellement sur les ports obligatoires des gilets de sauvetage. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de prendre les dispositions afin de pouvoir trouver des gilets de sauvetage qui sont... Il y a un lot qui est déjà venu, qui est en magasin. Et très bientôt, on va se lancer dans cette campagne. Non seulement on fait la campagne de sensibilisation, et on va aussi distribuer des gilets de sauvetage. Bien entendu, le lancement, on fera ici à Bourbinet. Les catastrophes naturelles, telles que les inondations, sécheresses et cyclones tropicaux, vont crescendo. Ces effets du changement climatique s'amplifient et le continent africain est l'un des plus vulnérables. Lors de la 3e conférence mondiale sur le climat, 150 pays et institutions internationales ont adopté un nouvel instrument de lutte. Un partenariat mondial qui se résume par la mise en place des cadres nationaux des services climatologiques. Il faut dire que ceci est une nouvelle vision qui veut en fait que les différents producteurs d'informations au niveau national, que ce soit par exemple les informations météorologiques, climatologiques, hydrologiques, puissent concevoir un cadre approprié afin de pouvoir travailler à élaborer des informations appropriées, les communiquer, les rendre disponibles et accessibles aux différents planificateurs et aux différents usagers qui ont besoin de ces informations pour la prise de décision et également pour accroître la productivité agricole. Après le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal, la Guinée est le 6e pays de la CEDEAO à mettre en place son cadre national pour les services climatologiques. Entre autres avantages, l'archivage et surtout la numérisation des informations climatologiques du pays qui ont débuté en 1897. Depuis 1897, et chez nous, en Guinée, nous disposons des informations qui sont stockées dans les armoires, dans des étagères, et il est temps maintenant que ces informations-là soient valorisées pour que la communauté internationale, que les communautés les plus vulnérables, les décideurs et les politiques puissent s'en approprier afin de mieux planifier maintenant les différentes activités. Les informations météorologiques sont nécessaires pour de nombreux secteurs, comme les transports, l'énergie, l'agriculture et la pêche. Monsieur le directeur, vos prévisions sont importantes, non seulement pour la mobilité des populations, mais aussi pour la ruralité, pour la promotion rurale. Et à ce niveau, quel est l'état des lieux ? L'état des lieux, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, tout le monde, chacun dans ses activités, doit savoir faire des pronostics, faire les prévisions. Maintenant, dans le domaine du climat, du temps, c'est notre spécialisation. Mais comme vous savez, pour faire une prévision, il faudra d'abord collecter les informations de base, connaître le passé, le présent et se lancer pour le futur. Donc, nous, comme toujours, le fondement de la météorologie, d'abord, c'est élaborer des prévisions, les diffuser dans un langage maintenant que l'utilisateur, le public, doit savoir maîtriser pour pouvoir en profiter. Donc, comme vous le savez, nous faisons les prévisions. Malheureusement, nous avons encore un petit hic parce que
les résultats de nos prévisions ne parviennent pas encore au public. Ça, c'est vous qui devez nous aider, vous les communicateurs, vous les spécialistes de la communication. C'est vous, votre langage qui va permettre au public de savoir ce que nous faisons et comment utiliser ce que nous leur fournissons. Monsieur le directeur, vous avez lancé un message l'année dernière qui avait fait le buzz un moment, surtout chez nous, de façon endogène. Ce que vous avez dit que Conakry est la capitale la plus pluvieuse au monde. Et aujourd'hui, est-ce que vous réitérez cela et quelles sont les tendances pour cette année 2018? Non, c'est-à-dire que c'est la géographie qui a fait que Conakry soit la plus pluvieuse. Donc cette situation ne peut pas changer. Seulement, maintenant, les quantités que nous recevons dans le temps à Conakry, ce sont ces quantités-là qui varient. Ces quantités qui varient à cause de variations que les gens appellent la variabilité climatique, les changements climatiques et tout. Donc maintenant, c'est ce qui fait que tantôt nous recevons tardivement les précipitations, tantôt nous recevons des quantités maintenant sous forme d'averses. Donc ce sont ces multiples problèmes, ces anomalies maintenant qui font que pratiquement nous avons perdu, ou en tout cas le public a perdu l'orientation. Donc il faudrait que la météorologie maintenant trouve les moyens pour pouvoir vraiment rectifier le tir pour que non seulement qu'on puisse vous avertir à temps et vous fournir des prévisions comme pratiquement partout ailleurs. Une dernière question, c'est par rapport à la géographie. Vous avez dit la géographie de Conakry. Est-ce un avantage ou un désavantage? Non, c'est un avantage parce que normalement, avec 4 mètres d'eau, ça c'est à peu près, si on regarde, on compare à ce qui vient à Dakar, par exemple, ça fait 8 fois la quantité d'eau qu'on observe à Dakar. Donc maintenant, le problème, c'est comment domestiquer, c'est-à-dire comment gérer cette quantité d'eau. Parce qu'au lieu qu'elle ne tombe directement en mer, où elle ne sera pas utilisée, ou parfois même elle fait des dégâts, parce que c'est ce que nous constatons. Parce que depuis que Conakry a existé, les quantités d'eau, pratiquement, ce sont les mêmes qui tombent. Mais maintenant, c'est nous qui devons nous adapter pour pouvoir, en tout cas, faire en sorte qu'elles ne nous nuisent pas. Vous avez constaté là, avec une faible pluie, une fine pluie maintenant qui est tombée ces derniers jours, maintenant ça a provoqué beaucoup de dégâts au niveau de la ville à cause de notre comportement. Parce que la pluie est venue, elle a pratiquement déterré tout ce qui était déchets et cela a encombré les chaussées et ça a détruit des maisons. Donc on doit s'adapter. Parce qu'on sait que Conakry, à partir du mois de mai, fin mai, début du mois de mai, jusqu'en fin novembre, il pleut. Donc nous avons eu presque 6 mois maintenant pour pouvoir gérer tout ce que nous jetons comme ordure. Donc on ne pouvait pas dire que maintenant on a été surpris que la pluie qui est tombée et qui a fait des choses. Les uns accusent la météo, mais la météo n'est pour rien. Non, nous avons visité ce service de la météorologie nationale, comme les autres services qui dépendent du ministère des Transports dont j'ai la charge. Nous rendons compte que c'est un service qui est vraiment le parent pauvre de ce département. Et il est en train de petit à petit se mourir et nous avons besoin vraiment de relancer ce secteur, de donner notre visibilité et faire en sorte que la météorologie, qui est au cœur de la lutte en faveur de l'environnement, soit un secteur qui bénéficie de l'attention et du degré de priorité qu'il doit avoir. Donc nous allons évidemment nous entretenir avec la direction, recenser toutes les difficultés, faire un état de lieu, un diagnostic correct de la situation actuelle. À partir de là, formuler des recommandations et trouver des solutions pour surmonter les obstacles et les contraintes auxquelles se heurte ce service important qui est en train de disparaître complètement de la mémoire des Guinéens qui ne savent même pas en Guinée qu'il y a un service de météorologie pour la plus grande part. Or, la météorologie, c'est un élément de sécurité aérienne et maritime important, mais c'est aussi un facteur qu'il faut maîtriser pour pouvoir donner aux citoyens ordinaires ou aux investisseurs les informations nécessaires sur l'évolution du temps dans notre pays. Donc, nous allons faire en sorte déjà qu'au moins les bulletins météorologiques qui passaient avant à la télévision nationale puissent être de nouveau repris, de manière à ce que les Guinéens sachent quel temps il va faire aujourd'hui, demain et peut-être après-demain, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays, pour programmer leurs activités à la lumière de ces informations.
Donc c'est une visite de courtoisie que nous avons effectuée ici, c'est juste pour prendre contact. Nous allons travailler plus en profondeur dans les problèmes les jours prochains, et je pense qu'on va ressusciter, parce que je crois que c'est le mot, ressusciter ce service et pour lui donner la place qu'il mérite dans le dispositif de ce ministère, et aussi il faut dire la place qu'il mérite dans notre économie et je dirais même dans notre situation sociale. Au-delà de la vulgarisation des informations climatologiques, la synergie entre l'agriculture et la météorologie reste l'autre défi à relever. Pour la campagne agricole 2018, sur toute l'étendue du territoire national, seuls 500 pluviomètres ont été mis à la disposition des paysans pour leur permettre de cultiver en respectant scrupuleusement le calendrier agricole.